Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo, 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 Link, aka Linky la Tarentule, comment ça va? Ça va bien, tranquillement, et vous les frères? Ma foi, moi ça va, Mathis, comment ça va? Ouais, écoute, comme un matin. Comme un matin, une tasse de thé à la main à Bordeaux. Avant de démarrer l'épisode, te poser les premières questions, Link, je présente le podcast à tout le monde. On s'appelle Sweep. Le podcast est différent sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Et on en est à la 3e saison. On a interviewé déjà une cinquantaine de personnes. Donc n'hésitez pas à aller checker dans les épisodes précédents. Et on est de plus en plus nombreux sur ce podcast. Donc merci à ceux qui le suivent, qui nous écoutent dans leur voiture et dans leur cuisine. Et bienvenue sur cet épisode-là. Link, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Ok, alors moi c'est Link le Nil. Je suis avant tout danseur. On va dire que c'est la première discipline que j'ai investie. Et j'ai commencé le break, si ma mémoire est bonne, en 2005, donc à 12 ans. Puis après j'ai touché à d'autres styles de danse, à la danse contemporaine, au classique, au crump. Mais ces danses-là, je pense que c'est les danses qui ont eu la plus grande influence aujourd'hui dans ce que j'ai créé. Euh, à côté de ça aussi, je suis compositeur. Je pense que ça fait depuis 2017. D'ailleurs, en 2016, j'ai commencé la MAO. Puis au début, il y avait vraiment pas d'ambition. C'était juste faire de mon mieux dans une discipline qui vibre et de me donner à fond et de voir ce que ça peut faire. Donc c'était surtout histoire de m'offrir quelque chose qui me faisait vibrer. Puis de fil en aiguille, j'ai vu que les gens étaient intéressés vis-à-vis de mon travail et j'ai des propositions pour des compagnies de danse, pour des courts-métrages, etc. Puis après, en 2018, j'ai commencé à sortir mes propres productions. Et voilà, du coup, je suis devenu compositeur. Maintenant, j'ai envie de devenir un peu plus musicien. Du coup, là, ça fait depuis l'avant-Covid que j'investis sur beaucoup d'instruments. Et on va dire que la danse et la musique sont vraiment mes deux grosses bases et aussi mes bases financières. Puis, ouais, si je dois faire simple, on peut dire ça, voilà, pour me présenter. Voilà. Nice, tu nous as fait un large petit plan de toute ta vie et de comment tu as commencé. En 2005, du coup, tu commences la danse. Et c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui se passe en 2005 pour que tu te dises, ah, j'ai envie de me mettre à prendre des cours de danse et à me lancer là-dedans? Faut savoir que ma mère est danseuse à la base. Donc du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Mais quand j'étais plus petit, j'étais pas particulièrement attiré par la danse parce que je pense que j'étais plus un hyperactif du corps où je sautais partout et je faisais un peu n'importe quoi. Et j'avais aussi beaucoup plus envie de me sentir intégré qu'autre chose. Et je percevais pas la danse avec les exemples que j'avais comme une possibilité de m'intégrer auprès de mes camarades, des autres garçons. Et du coup, euh, je pense que c'est un espace que j'ai pas investi, dans lequel je sentais pas enfin, je me sentais pas particulièrement attiré. Puis après, la première fois que j'ai vu du break, j'ai bugué. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ça c'est vraiment énervé. Et je m'y suis mis via l'intervalle de mon prof d'hip-hop à l'époque. Et c'était moi aussi mon grand frère, hein, il m'a fait beaucoup du bien. Et c'est Chad. Il n'est pas connu du grand public. C'est un danseur qui vient de La Réunion, qui est aujourd'hui toujours résident en Auvergne. Et un artiste et une personne unique. Et du coup, j'ai découvert les fondamentaux, les bases, à travers lui.
Puis à la suite de ça, en fait, je m'entraînais beaucoup tout seul parce que moi, ce que je préférais, c'était la discipline du break. Et à l'époque, à Aurillac, dans ma ville natale, il n'y avait pas grand monde. Du coup, je m'en souviens, le premier été où je m'étais mis au break, c'était un peu les, les entraînements d'animé où tous les jours, je faisais 100 pompes par jour. Puis je travaillais mes Thomas, mes coupoles que j'arrivais pas, hein. J'arrivais pas. Mais, euh, mais j'avais déjà ce truc-là de me buter, quoi. Même si j'étais tout seul. C'était vraiment aussi, je pense, un moyen de pouvoir me donner confiance et de me valoriser, en fait. Que je puisse avoir un, un clair retour de qu'est-ce que je pouvais être en me voyant comment je me donnais à fond dans un domaine. Du coup, c'était très valorisant pour moi et ça me donnait confiance. Ça me permettait aussi de m'identifier à quelque chose sur laquelle je peux créer une base de confiance. Et tu parlais de trouver ta place au sein des jeunes de ton âge. Hem, qu'est-ce qui est-ce tu avais l'impression qu'il te manquait des choses en particulier pour, être, accepté au sein de certains groupes et cetera, que tu as trouvé en te mettant comme ça, au break? Ben, en fait, je trouve que, en fait, je me sentais très extraterrestre à l'école et aussi, je trouvais que parfois maintenir du lien social, même si j'avais pas du tout ces termes-là quand j'étais petit, c'était un travail parce que dans ma sensation, c'était pas quelque chose qui permettait d'être naturel. C'était, c'était comme des actions qui devaient se baser sur de l'acquisition sociale. En école primaire, je chantais ça du coup. En fait, il y avait ce truc naturel d'être beaucoup plus seul tout le temps, en fait. D'être beaucoup plus seul. Puis au collège, je trouvais que ça prenait encore une place plus grande où c'était du domaine de la survie sociale. En fait, c'est un milieu de survie sociale parce que les humains, on est des êtres de survie sociaux. On peut très bien se nourrir facilement ou subsister bien plus facilement que si on était dans la nature. Mais ceci dit, tout ça a été supplanté par des systèmes sociaux où il devient impératif de ne pas perdre la face. Et les adultes aujourd'hui, leur plus grande peur, c'est de perdre la face. C'est pour ça que la majorité des relations et des rapports sont extrêmement construits et que nos identités sont hybridées de manière à ce qu'on puisse tenir des choses. Et en fait, ça me faisait chier d'investir cet espace, même si j'avais pas les termes à l'époque hein, de tout ça. Mais ce que je sentais, c'est qu'il fallait que je montre que j'avais des couilles à tout le monde pour pouvoir être le gars cool. Et pour moi, en fait, c'était faire en sorte en fait d'écraser les autres pour se valoriser. Pour ce qui est le propre de la survie, mais en fait, je trouvais que c'était de la merde. Et quand je voyais les autres, en fait, qui se fourvoyaient dans ces modes, ça me donnait juste envie d'être une personne neutre, qui soit intouchable, auquel on ne voit pas ses émotions, et qu'on ne puisse pas faire chier du coup. Et ce que je me rendais pas compte à l'époque, mais du coup, euh, ma neutralité, c'était ma manière de me protéger socialement. Et c'était en fait aussi quelque chose qui faisait peur aux gens. Certains, ça leur faisait peur parce ils pouvaient pas lire en moi. Et dès que j'avais honte ou que je pouvais me sentir machin, en fait, c'était des choses que je n'exprimais pas. Je voulais absolument rien montrer à ces gens-là. Et du coup, je préférais vachement plus zoner tout seul en cours de récréation qu'avec les autres. Parce que comme ça, j'avais la sensation de pas me réduire ou me travestir dans un mode opératoire, en fait, qui est rabaissant pour moi et qui est rabaissant pour les autres. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre option, en fait, parce que d'autres personnes, à cet âge-là, parlaient de ça, puis avoir la conscience de parler de ça, tu vois, puis savoir que, en fait, tu peux aussi exprimer des choses que les autres peuvent sentir, et que t'es pas le seul, en fait, il faut du temps, tu vois. Du coup, je me sentais pas relativement légitime de parler de tout ça. Puis j'ai un souvenir assez rigolo aussi quand j'étais en primaire. Je comprenais pas comment en fait mes autres camarades pouvaient être aussi parfaits. C'était incompréhensible pour moi. Et il y avait des moments donnés où je me demandais vraiment si, quand j'étais dos à eux, en fait, ils se transformaient pas en des extraterrestres. J'avais- Comme si on était des races différentes. Parce que pour moi, c'était juste incompréhensible
leur perfection. Je savais pas comment ils faisaient, je dis: «Mais comment ils font?» Et du coup, je pense que pendant pas mal de temps, je me suis senti gavé différent, en fait, sur pas mal de points. Ce qui m'a amené à me développer un peu plus, à chercher à me développer tout seul. Puis quand je cherche à développer mes arts aujourd'hui, c'est très important de les éprouver dans un espace, en fait, qui soit neutre et qui soit dans lequel il y a eu aucun pied qui a pu l'investir. Parce que dans ça, en fait, j'ai ma plus grande légitimité et moi, en fait, ce que je cherche à faire dans ma musique ou dans ma danse, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas. Je veux créer quelque chose qui n'existe pas. Ce que je suis, c'est un innovateur qui veut amener quelque chose de nouveau. Et je le fais pas, c'est pas un truc de j'amène ça pour les autres, c'est je sais que si déjà je fais ça pour moi, je vais m'offrir un cadeau que je suis le seul à pouvoir m'offrir. Et ce cadeau-là, il est bien plus grand que le cadeau des mœurs et de ce qui existe déjà. Donc déjà, il y a cet enjeu-là. Et l'autre chose, c'est que c'est très simple en fait. Pour créer ces choses-là, je vais tout simplement vers ce qui vibre. Et ce qui vibre, je ne le choisis pas. Mais je sais que ces trucs-là, quand je les crée, je suis dans mon cœur et c'est ça que je dois créer. Du coup, j'investis complètement cet espace-là. Mais je vois ça dans tous les trucs, hein. Avant de créer en groupe, il faut que je puisse créer tout seul. Il faut que je puisse Mmh. trouver l'espace tout seul. Puis une fois que j'ai cette expérience-là, ok, maintenant je peux éprouver via le groupe. Mais c'est vraiment devenu ça un mode opératoire de création par contre. Mmh. Et je pense que ce dont tu parles, les étapes, de l'école primaire, du collège et du lycée, nombreux ont été, à ressentir ça, le fait qu'il y avait des codes qui nous échappaient, qu'il fallait apprendre. Et je pense que certains, de par leur éducation, ou d'autres choses, ont naturellement des codes pour être à l'aise en société, alors que d'autres ont l'impression de devoir les apprendre, de A à Z. Toi, aujourd'hui, par rapport à ce cheminement-là, est-ce que tu as encore l'impression, est-ce que tu as encore cette impression quand tu es en groupe et en société de devoir apprendre des codes que tu n'as toujours pas? Ou est-ce que tu as trouvé ta manière, d'être au sein des gens et des groupes? Bah, en fait, je prends grave plaisir d'essayer des trucs, je fais des expériences sociales, style parfois sur Paris, tu vois, je me balade tout seul et après je fais des interactions avec des gens, des inconnus, tu vois. Parce que en fait, je prends beaucoup de plaisir à perdre la face. Dans la rue, avec ma dégaine là, quand je je travaille avec des gens et beh, tu des gens qui parfois comprennent pas ou des gens qui prennent un peu, disent: «Mais qu'est-ce qu'ils veulent?» tout ça, machin et je vois comment on peut me stéréotyper à chaque fois, tu vois? Et pour moi, c'est assez intéressant parce que c'est l'opportunité de observer comment les gens peuvent me mettre un masque sur la tête, me faire passer pour ça, par rapport à leur perception, par rapport à ce qu'ils vont sentir dans le moment. Et du coup, moi, ce qui est bien, c'est en fait, quand on te met un stéréotype sur ta gueule, c'est on te donne l'opportunité de perdre la face. Puis après, là, tu as l'opportunité de pas prendre personnellement ce que les gens vont penser de toi ou ce dans quoi ils vont te mettre, tu vois? Et à partir de là, tu as un grand espace de liberté qui s'ouvre. Et au premier temps, les gens ne comprennent pas, en fait, cet espace de liberté parce qu'ils peuvent soit te trouver, en fait, un peu désobligeant ou soit un peu intrusif ou soit un peu bizarre. Mais après, c'est intéressant ce qui se passe parce que, dans ça, ce qu'ils perçoivent, c'est de la liberté et au fond, c'est une liberté qui a aucun but, tu vois? Du coup, ça crée encore plus de curiosité, mais après, ça crée un peu ce truc de: «Putain, mais en fait, il est simplement très libre et c'est très agréable et j'aimerais bien pouvoir m'exprimer comme ça, pouvoir faire des trucs comme ça». Et du coup, il y a des moments donnés où en fait, je calcule pas ma manière de les rencontrer et même j'aime bien faire en sorte que parfois quand je rencontre des gens, je me mette dans une situation, tu vois? Où je kiffe trop faire ça. Quand je rentre au supermarché, je vais dire que je sois tout seul en groupe, ça dépend vraiment de l'humeur du jour, parfois si je reste neutre. Mais parfois je vais dire bonjour avec une voix chelou, tu vois? Où je me caricature dans des espaces et c'est comme une manière de créer une certaine vie ou une certaine forme, dans un espace social où moi, en fait,
je vais jouer un rôle, mais du coup, je vais pas jouer un rôle par survie ou par habitude, ça va être par le simple jeu et voir ce qui se passe. Et c'est des choses vraiment très très petites, mais du coup, je prends grave plaisir à faire ça. Du coup, ce délire-là, de bouger avec les gens et de savoir comment est-ce que je dois me comporter avec les gens, en fait, je l'ai complètement déconstruit pour voir, en fait, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, en fait, ou qu'est-ce qui me fait sentir bien, ou qu'est-ce qui... Et du coup, ça devient un véritable jeu, et c'est très rigolo. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup m'entraîner au 104, parce que moi, je suis le socialiste du 104. C'est-à-dire que au 104, je m'entraîne, hop, 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 là, je fais mes six steps, etc., clac, clac. Je m'arrête, je me balade, et je tape des conversations ici et là, hop, hop, hop. Et puis après, je m'entraîne ailleurs, clac, 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 avec des danseurs de beau, comme ça je travaille autre chose. Hop, 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 je reviens, tout ça. Mais, mais j'aime bien faire ça. Puis parfois même, après, j'essaie de créer des squads où on va tous prendre un bubble tea, où je vois des gens comme ça, je vais prendre ça. Juste pour créer un groupe et créer une énergie et voir ce qui se passe. Et c'est trop rigolo. En fait, c'est juste créer des expériences sociales, en fait. C'est juste ça, ouais. Pour revenir sur tes expériences de mise en situation quand tu rentres dans les supermarchés, est-ce que ces mises en situation, c'est des choses que tu essayes d'intégrer aussi à ta danse quand tu vas faire des battles ou des choses comme ça? Ouais, il y a une certaine envie d'expérience parce que pendant ces dernières années, la manière dont je voyais le battle, c'était pas une recherche de la victoire, contrairement à maintenant où il y a un mindset qui a un peu changé. Mais disons c'était toujours un appel à l'expérience parce que le battle, en fait, la première dimension du battle, c'est la victoire ou l'échec. On va dire que c'est ça. En fait, ça c'est la forme qu'on voit, mais en fait, la véritable forme du battle, elle est inhérente au mindset du danseur et de comment il perçoit en fait. Que ça soit par rapport à ses peurs ou par rapport à ce qu'il veut expérimenter. Et du coup, il y a des moments donnés où je me donnais vraiment des objectifs qui étaient grave différents, juste pour voir ce que ça faisait dans la sensation. Par exemple, il m'arrivait de faire des battles avec Mehdi Baki, où je lui disais, vas-y frérot, là, le 2-2 qu'on fait, notre objectif c'est de perdre. Et du coup, on claque une barre, et je lui dis, en fait, c'est easy parce que quand tu cherches à perdre, t'as rien à tenir, t'as rien à défendre. Puis nous, si on veut juste trouver un espace de liberté, là, cet objectif-là, il est bien plus important, bien plus intéressant, en fait, que la victoire. Vas-y, on y va pour perdre. Il me dit, ok. Et du coup, on y allait pour perdre. Et il y a d'autres battles où chez Noé, il fait des bails comme ça aussi. Et du coup, il y a un autre battle, par exemple, où je me sentais relativement calme et je voulais essayer de tester une matrice que les frères avec qui je m'entraîne connaissent. J'appelle ça la matrice du papy. Et j'utilise tout ça dans mes cours. Parce que parfois, on est vachement amené à devoir courir. Et du coup, Juste, je te coupe, tu peux définir ce que c'est une matrice? alors une matrice, c'est un champ lexical, un vocabulaire en fait. C'est pas une contrainte parce qu'une contrainte, elle est moins, pour moi, elle est moins forte en termes d'identité qu'une matrice. Une matrice, ça peut être soit une contrainte technique qui va identifier un style très précis et du coup qui a une valeur identitaire plus forte qu'une contrainte, ou ça peut amener aussi à un caractère, à une incorporation d'un caractère ou d'une forme particulière. Voilà. Et du coup, il y a une de matrices que j'ai que j'appelle celle du papy. Mais en fait, c'est plus une localité mentale. Et en général, quand je fais les trailing breaks et quand je suis en mode papy, je suis en capacité de faire des passages très longs et souvent je fais des, pas mal de répétitions où je vais tisser autour de certains mouvements. Ça peut être par exemple, j'aimais bien utiliser ça pour faire des descentes au sol. Je prenais une descente au sol et en fait, ensuite je la segmentais en plein de descentes au sol et mon training c'était que ça. Du coup, je descendais, je remontais, je descendais, je remontais. Et en fait, là où le papy c'est intéressant pour ça, c'est que son mindset, en fait, c'est un mindset qui est absolument plus dans l'ambition. Il a plus d'aspiration à créer quelque chose qui va être grand. Du coup, ce qu'il a, c'est une assise et une facilité de créer dans le moment. Puis ça aussi,
juste dans le terme, juste dans l'aspect pédagogique, ça c'est un outil que j'aime trop utiliser parce que euh, il y a ce truc-là où on veut pouvoir arriver à faire des grandes choses qui donnent beaucoup de sensations, mais en fait les petites choses sont vachement plus gustatives. Et du coup, ce que je dis à mes élèves, c'est que ce sont des grands-pères et des grands-mères et qu'ils ont plus le temps, longtemps à vivre. Du coup, naturellement, par sensation, ils vont oublier leur ambition. Ils vont oublier, ils ont même plus envie de ça en fait. Ils savent qu'ils ont plus beaucoup de temps, du coup, ils vont juste marcher. Et comme ce sont des papis, des mamies, ils ont pas beaucoup d'énergie. Donc du coup, ils vont pas courir, ils vont vraiment jouer le jeu de marcher. Et leur force, c'est pas leur puissance, c'est leur observation. Et comment ils peuvent être témoins d'aller dans des sensations en fait par leur câble qu'ils ne connaissent pas. Et en général, euh, en arrivant à appliquer ça, ils me sortent des frises de bâtard, putain. C'est des explorations très somatiques comme ça dans les frises et des frises que je peux pas faire. Moi, je peux pas les faire, putain. Et c'est très intéressant. Du coup, dans les battles, je m'en souviens, je crois que j'avais fait ça au Battle Mood. Et, euh, et en fait, l'enjeu, c'était voir comment je pouvais faire en sorte de gagner en étant un papy. Et du coup, tout ce que je faisais, c'était très petit et très, très minime, très calme. Et c'était super intéressant. Et je me souviens avoir fait un battle contre Salomon à ce moment-là, en demi-finale. Salomon des Rosas, BJ. Et que j'avais rien fait. J'avais juste fait des petits mouvements d'isolation comme ça, des petits trucs comme ça. Et en faisant ça, en fait, je l'avais sorti. J'avais trouvé ça assez intéressant. La force du... Voilà. On... J'aimerais qu'on parle de deux trucs différents, mais c'est deux trajectoires. Donc, il y en a une, ça serait quand même parler un peu de la construction de ta manière de bouger sur le temps depuis le début. Ouais, Et l'autre, ça serait parler du fait que dernièrement, t'es vachement revenu dans les battles avec visiblement un autre mindset, d'autres objectifs. ouais, Donc, euh, je te propose qu'on parle des battles d'abord. Euh, Moi, je te connais depuis quand même quelques temps parce qu'on s'est croisés dans des battles de break autrefois. Et il y a eu un temps où tu as fait moins de battles. Et là, clairement, tu te remets depuis, je sais pas quoi, 6 mois, un an peut-être, on peut dire, ah ouais, c'est ça. à, à faire des battles avec une assiduité et un sérieux que moi, je t'ai jamais connu, dans le sens où tu en fais régulièrement, Mm. avec différentes personnes, avec une régularité et tout. Euh, Donc la première question, c'est pourquoi revenir dans les battles? Bah, en fait, c'est assez simple. C'est parce que, comme j'ai expliqué auparavant, la manière dont je vivais les battles, c'était pas par la victoire, et je l'éprouvais d'une certaine manière. Et aujourd'hui, en fait, ce que je veux sentir, c'est que tous les trucs qui me font vibrer, je me donne l'opportunité de faire de mon mieux. J'ai pu faire de mon mieux dans la créa, j'ai pu faire de mon mieux en tant que compositeur, mais j'ai pas eu l'opportunité de faire de mon mieux dans les battles. C'est-à-dire, faire de son mieux, ça veut dire jouer le jeu auquel tout le monde joue. Parce que moi, je jouais plein d'autres jeux en fait. Mais si je joue le jeu auquel tout le monde joue, c'est-à-dire le jeu de la victoire, et que je me donne à fond, qu'est-ce que je pourrais faire? Et, c'est là en fait où il y a toute la différence. J'ai pas envie d'avoir la sensation d'être passé à côté de quelque chose parce que je suis très créatif. Ou parce que en fait j'ai un mindset qui peut être un peu starbé et qui peut me faire partir dans d'autres endroits. Euh, ça c'est le premier truc. Ensuite, la seconde chose qui m'a motivé à faire ça, c'est j'ai toujours éprouvé mon art dans la recherche d'un absolu et qui n'existe pas. Créer quelque chose qui n'existe pas. Avoir l'envie de ne pas passer par les codes, de ne pas passer par ce que tout le monde apprend pour faire une certaine base. Et que cette base-là, en fait, elle puisse être comprise. Elle puisse avoir une sensation, en fait. Même si tu la comprends pas mentalement, dans le goût de la sensation, il y a des choses qui vont se passer.
Et pour moi, plus tu travailles en fait dans un microcosme qui a une localité très précise, plus tu vas amener quelque chose qui est méconnu. Et ça, pour moi, c'est super intéressant. Cependant, le fait d'éprouver ça pendant des années et aussi de changer de danse d'une année à l'autre, ça présente ses forces et aussi ses limites. Aujourd'hui, je sais que la manière dont je peux apprendre le plus, c'est par la confrontation, en me confrontant par les gens, via les gens, en fait, contre les gens. Et à partir de ça, je sais qu'avec ma motivation de battle, de, 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 de vraiment frapper haut, j'ai plus de passion et d'amour pour le fait de travailler les choses qui auparavant vibraient moins. Et du coup, c'est une super opportunité parce que, en fait, la meilleure façon de pouvoir progresser, c'est d'aimer. Et là, avec cette situation, je suis suffisamment motivé via mon objectif et cette vision-là, pour pouvoir travailler des choses qu'auparavant j'aime pas. Et qu'aujourd'hui, j'aime parce que ça va être au service de ma vision. Pour pouvoir accomplir cette vision-là, il faut que je puisse m'appuyer sur tous ces éléments-là. Du coup, tous ces éléments-là, je les ai intégrés dans quelque chose que j'aime. Et je sais que ça va me faire progresser de ouf dans des dimensions qui existaient même pas avant parce que j'étais absolument pas dans un processus de comparaison avec qui que ce soit. Alors que là, c'est le cas. Puis le but, c'est que dans ces domaines-là, comment je puisse mettre ma couleur. Comment je puisse mettre ma couleur et ce que j'aime dans mes top rock. Ma couleur et ce que j'aime dans les footwork, dans les freeze. Dans les freeze, c'est déjà le cas. Dans les power moves, etc. Et remplir toutes ces cases. Voir comment, en fait, j'aime apprivoiser le rythme. Et aussi, dans tout ça, il y a de savoir comment tu aimes apprivoiser le truc et aussi jouer le jeu que tout le monde joue, c'est-à-dire la nécessité du tempo et du rythme. Ok, Nicolas, t'aimes bien avoir un rythme comme un instrument avant ou un instrument encore frotté, mais là, il faut que tu puisses avoir un rythme et un tempo comme une putain de percu. Alors, il faut que tu trouves un moyen d'aimer cette sensation et de voir comment tu peux mettre ta couleur. Du coup, c'est super intéressant tout ça, et ça m'amène à évoluer beaucoup plus vite dans des dimensions très précises. Et en fait, c'est simple. La vision que j'ai, j'intègre tout ça dans ma vision parce que pour réaliser ma vision, je suis dans l'obligation de faire ça. Je suis dans l'obligation de voir comment est-ce que je peux être le moins vulnérable possible en compétition parce que c'est ça, moi, ce que je veux, c'est un titre mondial individuel. Et dans mon mindset, je me suis mis en jeu. Je me suis mis 100% en jeu. Et mon mindset, en fait, c'est simple. Il me permet de croire en beaucoup de choses. Pour moi, tout est possible. Mais si je me mets 100% en jeu avec ce mindset-là et que j'arrive pas à atteindre cet objectif-là, il y a une partie de ma personnalité qui va sauter parce que j'aurais pas réussi. Donc là, je ne peux pas ne pas réussir. C'est pour ça que pour moi, c'est grave intéressant de me mettre totalement en jeu et de jouer ce jeu-là. Du coup, je peux sentir des anxiétés que j'ai jamais senties en battle avant, parce que avant, je mettais rien en jeu. C'était un jeu. Mais là, je me mets entièrement en jeu. Mais c'est parfait parce que si je veux pouvoir évoluer même dans ma danse, en fait, cette prise de risque-là, c'est la plus pertinente pour moi. Donc, du coup, pour moi, cette année, en fait, avec tout ce que j'ai pu faire, c'est les préparatifs de l'année prochaine. À mes yeux, je suis pas encore prêt. Il y a des éléments sur lesquels, en fait, il faut que je puisse zoomer. Je sais que ça se joue sur 3 éléments. Le style, le rythme et la signature. Et si je suis capable d'unifier ces trucs-là, ça peut être chaud putain. Ça fait chaud sous madre. Mais l'espace, je l'ai pas encore totalement administré, cet espace-là. Du coup, pour moi, cette année, c'est une phase d'entraînement. C'était vraiment une phase d'entraînement étape par étape, étape par étape, étape par étape. Donc du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette motivation vis-à-vis des battles. Il y a une vision qui me donne un feu intérieur et il y a aussi le fait de
utiliser cette expérience-là pour aller encore plus loin dans mon art, dans ma danse. Puis ensuite, en vrai, je veux pas je veux pas avoir un titre mondial pour être le meilleur, hein, ça, pas les couilles. Euh, c'est aussi pour, encore une fois, pour m'offrir ce cadeau-là, tu vois, parce que je sais que, par exemple, je danse beaucoup pieds nus. La dernière battle que j'ai fait avec Aleph, je l'ai fait pieds nus. Déjà, c'est bizarre dans les compétitions au niveau. Si je fais Red Bull pieds nus, ok, c'est un outsider. Il est chelou. Mais putain, c'est ça qu'on veut. On veut des gars chelous qui représentent des trucs chelous. Parce que ces gars-là, ils sont bien plus attachants et dans leur chelounisme, ils apportent une forme de courage où ils disent ça, c'est possible. C'est pour ça que Aleph, il est très intéressant et que c'est un révolutionnaire, Aleph. Parce que son message, c'est pas je vais gagner des compétitions, c'est je vais taper très haut et je vais créer des moments. Parce que lui, ce qu'il crée, si vous regardez bien, dans chacun de ses battles, c'est des moments que les gens se rappellent. Il veut toucher les gens d'une manière. Et il veut aussi montrer qu'en étant, qu'en ayant un break particulier, son break il est particulier. Il va pas avoir des powers ou des signatures qui sont très fortes. Il va pas avoir une dimension artistique telle qu'un Kolia ou telle que voilà. Mais ce qu'il a, c'est un truc qui est impalpable et qui passe à travers ça et qui touche les gens. Et ça, c'est chaud de ouf. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la révolution. Kae, en faisant ces battles là, tous les battles qu'il a fait où il a fait du sale, il a fait du sale en freestyle. Il a lavé des gens en freestyle. C'est un révolutionnaire. Et du coup, moi, voir des gens comme ça, j'ai de l'attachement envers eux et je vois ça comme une forme de courage, d'amener quelque chose de différent. Du coup, moi, où je me posais des questions sur ma légitimité vis-à-vis de faire un battle pieds nus avec un style très différent, ok, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, ce que je me dis, ça c'est important pour tout le monde, c'est que si vous avez des différences dans lesquelles vous ne vous sentez pas légitime, voyez pas ça comme des trucs que vous devez acclimater ou édulcorer de manière à entrer dans le mood. Absolument pas. Ça, vos différences, c'est des opportunités d'apporter quelque chose de différent à toute une communauté. Et c'est aussi une opportunité pour vous que si vous arrivez en haut du truc avec votre différence, ce que vous allez vous offrir est bien plus valeureux que si vous arrivez en haut en étant formaté. Voilà. Du coup, pour moi, c'est ça le but, de voir comment en fait je peux arriver en haut en gardant ma couleur. Voilà. Comme ça, le but, c'est pas d'être le meilleur, c'est juste, je veux juste m'offrir ce cadeau-là, tu vois. C'est égoïste, Mmh. et pas les couilles. Et aussi, je sais que si je m'offre ce cadeau-là, ça va beaucoup plus toucher les gens. Et ça, c'est très intéressant, ça. Voilà. Une grande réflexion. En tout cas, c'est très frustrant de t'entendre dire que ton entraînement, de gagner le World B-Boy Classic quand même. Ça fout la mort d'entendre ça en tant que B-Boy ou toi, enfin, moi en tout cas mes entraînements, c'est de m'entraîner dans ma petite salle à fond et d'aller essayer de gagner le petit battle du coin. Enfin bref, tout à l'heure on t'avait demandé de réfléchir à une musique parce qu'on aimerait bien, couper cet épisode, en 2 parties et d'instaurer un petit rituel de mettre des musiques, pour rythmer un peu le podcast. Est-ce que tu pourrais nous donner, une musique que tu as créée? Parce que toi tu es du coup, comme tu l'as dit, compositeur. Une musique que tu as Ouais. créée et nous parler de cette musique qu'on mettra ensuite dans l'épisode, à ce moment-là. Ok. Ben moi, j'aimerais bien mettre Valentine Baker. C'est un titre de l'album que j'ai sorti en 2020 qui s'appelle Human. Et c'est un sample de Chet Baker. Et je l'ai appelé Valentine parce que c'est tout simplement son titre Valentine. Et Valentine, quoi. Et je kiffe beaucoup Chet. Du coup, je pense que ça peut être cool. Puis c'est un sample. Ce son-là, il a une qualité aussi hip-hop que j'aime beaucoup. Et ça peut être bien de faire ça. Et aussi, je sors un nouvel album bientôt. Eh bien, écoute, on va parler de l'album à la question suivante, mais en attendant,
on propose à tout le monde d'écouter Valentine. C'est parti. My funny Valentine, my funny Valentine, my funny Valentine, my funny, my funny Valentine, my funny Valentine, my funny Valentine, my funny, my funny Valentine, 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 my funny Valentine. You make me smile with my heart. You make me smile with my heart. You make me smile with my heart. You make me smile with. You make me smile with my heart. You make me smile with my. You make me smile with my heart. You make me smile with my heart. You make me smile with my heart. You make me smile with my. Merci pour ce petit titre, Link. Donc on vient d'écouter Valentine, qui était de ton dernier album, Human. Et là, tu es sur, l'écriture, sur la composition d'un prochain album. Parce qu'en Ouais, plus d'être danseur, une de tes autres activités principales, c'est être compositeur. Est-ce que tu peux nous parler de l'album suivant? ouais. Alors il s'appelle 22. 22, bah, pour sa symbolique, c'est un chiffre particulier parce que quand tu inverses le 2, ça fait un cœur. Donc du coup, pour moi, c'est un album d'unification et en même temps par une part de dualité parce que ce sont les 2 mêmes chiffres qui se font face et c'est un album, de dualité et d'union, dans le sens où, sur différents éléments, en fait, il fait référence à cet aspect-là. Sur, déjà les appellations, en fait, il y a beaucoup de références vis-à-vis des précessions terriennes, qui sont des cycles de
de 25 920 ans, par lesquels la Terre va passer dans les comment tu appelles ça? Dans les différents cycles. C'est comme un cycle zodiacal et va être sensibilisée vis-à-vis de différentes énergies. Et ça va ainsi créer des cycles qui vont être des cycles ascendants et descendants, avec un peu toujours ce truc-là de sinusoïdal. Cet élément-là, il se retrouve aussi dans les aires yoga, qui vient du yoga où on a différentes aires qui représentent des moments d'ascension et aussi de déclin. Là, on est dans une période qui est particulièrement, c'est pas ouf, hein, mais bon, on y est. Et, euh, et en fait, ces éléments-là, pour moi, ils sont complètement associés aussi à la forme de sinusoïdal qu'on peut avoir dans notre vie et que je peux aussi avoir dans ma vie en tant que danseur. Par exemple, pour moi, en tant que danseur, mon processus qui est me blesser et ensuite me guérir, me blesser, me guérir, sont des processus nécessaires en vue de mon évolution. Je sais que sans m'être blessé, j'aurais pas eu le courage de prendre position sur certains aspects de ma danse ou de prendre position sur ma mentalité. Du coup, pour moi, les choses qui sont obscures comme les choses qui sont lumineuses sont importantes. C'est pas cool d'être dans la lumière tout le temps. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de qu'on fasse toujours des sinusoïdales. Et du coup, les choses qui sont obscures dans ma danse, qui sont par exemple les blessures, qui d'un premier temps vont me faire mal, vont me faire souffrir, en fait, sont mes meilleurs collaborateurs. Parce que je suis obligé d'aller dans ces espaces-là pour pouvoir mettre en conscience des éléments et pouvoir aller un peu plus vers quelque chose de lumineux. Et surtout, la chose lumineuse est pertinente quand elle est lumineuse en conscience. Et pour ça, tu es obligé d'arriver dans cet espace d'obscurité. Du coup, à chaque fois que je me nique ou que je me blesse, je suis toujours un peu content parce que je vais pouvoir trouver une information que je connais pas ou que j'ai pas captée. Que ce soit sur l'aspect de mon corps ou sur l'aspect de mon mental, en fait. Et de me repositionner de manière à pouvoir aller vers quelque chose de lumineux. Donc du coup, euh, les parties obscures de ma danse sont mes meilleurs amis. Mes blessures sont mes meilleurs amis. La même chose que les parties obscures de ma tête, où quand je vais m'entraîner, à l'époque, je sais que je m'entraînais de manière très militaire, en 2013-2014, où quand je dansais, il y avait des choses, je me disais, ah ouais, non, mais ça, tu peux pas faire une glissade, ça, c'est pas dans les vocabulaires break, ou ça, c'est. Et je me jugeais de ouf. Et après, plus tard, en fait, il y a des moments où je pouvais voir ce jugement apparaître. Et en fait, ce jugement aussi, j'en ai fait mon pote. Ça, c'est une méthode que j'utilise dans ma danse. Désolé, hein, je développe de ouf, hein, comme d'habitude, mais c'est un élément que j'utilise dans ma danse. C'est-à-dire que pour pouvoir savoir ce que tu aimes, il faut que tu saches ce que t'aimes pas. Et vis-à-vis de ce que t'aimes pas, il faut que tu puisses l'investir de manière sans implication morale, sans être personnel. Comme utiliser ce que t'aimes pas et en faire un guide impersonnel. C'est-à-dire, dans ma danse, je vais bouger, je vais faire quelque chose de rythmique, je vais dire putain, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que mon rythme que je fais, c'est que des soubresauts. Du coup, j'ai pas le temps de bailler les mouvements et j'ai pas le temps de créer des voûtes. Ça, par exemple, c'est l'intuition qui va me venir. Ok. Donc, du coup, ma danse, là, ce que c'était, c'est que c'était des soubresauts et c'était des choses qui s'arrêtaient, qui n'avaient pas le temps de grandir. Ça, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est une qualité. Ma danse, la qualité qu'elle avait, c'était soubresaut et peut-être des petits arrondis au lieu de gros arrondis. Et souvent, les gens, en fait, ils vont juger ce qu'ils aiment pas en disant c'est nul. Mais ce que tu fais, ça a une présence, ça a une qualité de présence. Et si tu es capable de comprendre la qualité que ça a, tu vas pouvoir aller directement
vers la qualité que tu veux aller. Si t'aimes pas les bananes, t'aimes pas la qualité de présence des bananes, va prendre des pamplemousses. Les pamplemousses, c'est rond, c'est rouge, une banane, c'est jaune, ça a une forme de phallus. Tu sais que ça va être des flavors différents, tu vois. Du coup, quand je juge ma danse, à chaque fois, je essaie de comprendre la qualité que je n'aime pas, de la prendre impersonnellement et de l'amener vers son opposé. Puis après là, il y a un arbre généalogique qui sort. Ok, j'aime plus quelque chose qui soit courbé plutôt qu'un rythme comme ça entre 2 et 1 et 2. Du coup, ok, je vais baser mon rythme sur du double temps où je vais juste prendre la caisse claire et ça va être que des courbes. Ok, j'avance dans ça. Maintenant, j'ai deux autres options. Je vois qu'il y a quelque chose que je pourrais aimer, que je pourrais aimer un peu moins. J'aime le fait qu'il y ait plus des tours. Ok, je vais ici. Maintenant, les tours, ça serait comment entre ça et ça? Avec des initiations de bras, de la main. Ok, clac, clac, clac. Et je continue avec ça. Et avec ça, je peux te faire une matrice que je vais aimer. Et c'est pour ça que je kiffe avoir des parties obscures dans ma danse, dans ma vie. C'est un grand mot kiffer. Parce que sans ça, en fait, je pourrais pas connaître ce que j'aime et ce que je veux. Du coup, cet album, il est complètement basé sur cette dualité-là. Il y a des sons, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais moi, je le kiffe, cet enfer, ah, putain. Il y a des sons qui ont une texture très obscure pour qu'ils puissent laisser l'espace aux gens d'exprimer leur obscurité. Parce qu'ils ont besoin de ça. C'est pas une question de dire que l'obscurité ou les choses malsaines, c'est mal. Si c'est pas ça, c'est que ces choses-là ont besoin de pouvoir exister, d'avoir du mouvement. Ce sont comme des enfants qui ont été abandonnés. Faut les prendre par la main. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. Comme ça, après, il peut s'en aller en paix. Du coup, cet album-là, il a des sons très obscurs et des sons aussi lumineux. Et ces deux trucs-là, ça pourrait peut-être amener une incompréhension. Les gens vont se dire, ah ouais, non, mais en fait, on comprend pas cet album parce que en fait, 22, ça amène vers le cœur, vers l'unification, mais c'est par la globalité. C'est par la globalité, c'est par ce qui est obscur et ce qui est lumineux. Et ces choses-là, ce sont pas des choses bien mauvaises, ce sont des qualités de présence par lesquelles on devrait s'éprouver. Et moi, je crois en le fait que ceux qui s'éprouvent dans la globalité de ces choses-là sont émotionnellement et mentalement beaucoup plus sains. Du coup, les tracks, par exemple, obscures ou lumineuses, il y en a qui font 10 minutes pour que les gens puissent bien s'éprouver. Ça, ils peuvent faire leur thérapie. Hop, pierre de coups. Mais ça, c'est une dimension qui est très importante dans l'album. Ce truc-là d'opposition comme ça. Maintenant, on va t'appeler Link le thérapeute. En t'écoutant parlant de ton album, du coup, tu nous as quand même beaucoup parlé de danse et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as une manière très claire et très construite de comment tu t'entraînes. Comment t'en es arrivé à construire ce style depuis le début de tes premiers jours de danse? Est-ce que c'était quelque chose qui était très clair dès le début, que tu voulais faire des frises et être toujours la tête à l'envers et bouger tes hanches et, comme un fou? Ou ça arrivait beaucoup plus tard? Comment tu as construit tout ça? Non, au début, c'était pas clair, hein. Au début, moi, ce que je voulais être, c'était un b-boy, hein. Puis en plus, comme j'avais pas beaucoup de modèles, en fait, c'était finalement être un b-boy avec pas beaucoup de b-boying, quoi. C'était un b-boy qui manquait beaucoup de bases parce que j'avais pas d'exemple. Du coup, je me caricaturais dans ce que je voyais. Puis aussi, ce que j'aimais, c'était ce qui était spectaculaire. Donc en fait, non, non, au début, j'étais pas attiré vers ce genre de choses-là. Ensuite, quand même, depuis le tout début, il y a quand même quelque chose de très continu et très fluide dans la manière d'explorer ma danse. Parce qu'il y avait la danse contemporaine et il y avait aussi une appréciation, enfin, c'est même pas une appréciation, c'était juste inconscient, mais une manière d'envisager le mouvement toujours très courbé en fait. La courbe, c'est la courbe pleine. Puis quand tu dessines une courbe pleine, en fait, il y a des courbes, mais qui sont pas pleines, et il y a des courbes qui sont pleines. Et moi, je vais voir la différence. Parce que la sensation que je vais avoir quand je vais capter une courbe qui est pleine et qui est pas pleine, c'est pas la même. Faut qu'elle ait euh, une augmentation dans sa courbe qui soit crescendo et décrescendo. Et ça, c'est important. Et du coup, il y avait toujours un amour pour la courbe. Pleine, putain. et, et du coup,
ce truc-là, je pense, il s'est mis en place malgré moi. C'est un truc que j'ai pas choisi. Puis après, il y a eu le fait que j'aille dans la danse Crump, qui m'a mis dans des états que je kiffais de ouf. Cette danse est magnifique. Elle m'a énormément inspiré. Et en fait, ce qui m'a fait découvrir mes torsions, c'est le Crump. Parce que quand tu fais cette danse, il y a des moments où tu arrives dans des états particuliers, explosifs ou très intérieurs, qui vont dissocier ton corps ou changer la texture de ton corps ou son explosivité. Et en fait, il y a des moments donnés où je suis arrivé dans des torsions que je captais pas en fait, qui n'existaient pas avant. Et après, j'ai vu que ces trucs-là, en fait, que je kiffais, toutes ces torsions, je peux les utiliser sur mes pieds et sur mes bras. Et c'est venu petit à petit. Puis après, il y avait le fait de voir que je pouvais utiliser ces torsions-là de manière rapide ou de manière lente. Donc en fait, il y a des trucs qui ont tout simplement des découvertes, hein. Parce que parfois, en fait, tu as une image mentale de où est-ce que tu veux aller. Et parfois, en fait, quand t'as pas encore ce truc-là de où est-ce que tu veux aller mentalement, bah en fait, tu découvres sur le tas, quoi. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment des découvertes sur le tas par rapport à qu'est-ce que je pouvais faire physiquement. Ah oui, ok, avec le crâne, j'ai vu que je pouvais faire ça. Ah, putain, je peux aussi faire ça sur les bras. Je peux aussi faire ça de cette manière-là et j'ai trouvé ça ouais, grave intéressant. Du coup, je l'ai éprouvé, quoi. Puis après, c'est devenu un peu une seconde peau. Puis du coup, c'est un mélange entre du hasard et plus ça va, plus mentalement, en fait, je peux sentir ce que je vais aimer ou je peux avoir des images ou prévoir une sensation, tu vois. Et du coup, investir cet espace-là parce que je sais que ça va être intéressant. Et plus ça va, en fait, plus c'est conscient. Plus je sais où est-ce que je veux aller, tu vois. Voilà. On a reçu, ou plutôt on a demandé à nos auditeurs plein de petites questions pour les différents invités qu'on reçoit. Et du coup, on a quelques questions de différentes personnes pour toi. Arbitrairement, je vais choisir celles que je trouve les mieux. Désolé pour ceux dont je ne choisis pas les questions. Là, tu es dans une phase, avec un objectif sur 1 ou 2 ans de te mettre à gagner, Red Bull BC One International, donc Un titre mondial, ouais. un titre mondial en solo. Donc tu dois avoir un plan d'entraînement, j'imagine. Et il y a une question d'une personne dont le pseudo est Orevan, qui te demande: «À quel rythme t'entraînes-tu? Combien de jours de repos prends-tu?» Alors je base ça toujours sur mon corps, parce que en fait, si je fais un entraînement qui n'est pas en adéquation vis-à-vis de mon niveau de récupération, je vais me blesser. Et du coup, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de diviser mon entraînement entre un entraînement physique et de moment donné faire un entraînement mental. Parce que je peux très bien faire du travail de visualisation, ça c'est ce que j'ai beaucoup fait après voir B-Boy Classic. Du travail mental où du coup je me voyais en battle et je recrée les mêmes sensations d'anxiété et de voir si j'étais capable de mémoriser mes signatures et que j'étais capable en fait de garder une structure qui était pertinente. Du coup, visualiser mentalement, je me visualisais en train de garder un certain tempo. Parce que sur mon carnet, à ce moment-là, ce que je notais, c'était toutes mes limites. Tous les trucs sur lesquels je pouvais trépasser. Et du coup, à chaque fois que j'avais une information qui venait, ok, en fait là, ce qu'il faut que tu puisses maîtriser, c'est le soubresaut et le contretemps. Parce que tes top rock, en fait, c'est des mouvements qui sont pas des vocabulaires top rock, mais qui sont des courbes. Et ça, c'est intéressant, ça apporte une valeur ajoutée. Mais il faut que tu puisses mettre ça entre des tempos précis. Du coup, il y avait un rappel de, ok, en tempo précis au choix, t'as les 1/8 en temps plein, t'as les 1/16 en contretemps et 1 et 2 et 2. Il faut que tu puisses rentrer dans ça et faire contraste. Et je notais à chaque fois, dès que je voyais une limite dans ma danse, je rajoutais un élément qui pouvait être intéressant. Et j'ai fait ça en fait juste pour mentalement essayer de pouvoir être le plus conscient par rapport à toutes mes limites. Même si ensuite dans le battle même en fait c'était une autre histoire d'appliquer ça. Et même il y a des battles que j'ai fait après où j'ai pas du tout appliqué ça, où même j'étais complètement freestyle. Mais même juste déjà de faire ce travail de la mentale, c'est intéressant parce que ça prend du temps ensuite de mettre tout en application.
même si ce qui va faire la différence, c'est pas la conscience et la connaissance, c'est l'application dans le moment M. Donc du coup, il y a l'entraînement physique, où je m'entraîne, je sais pas, franchement, je pourrais pas dire, mais c'est vraiment, tous les presque je pense tous les 2 jours ou ça dépend, parfois c'est des jours de suite, mais j'essaie toujours d'avoir un certain espace dédié à ça dans la semaine et surtout par rapport à ce que je sens, ce qui va être nécessaire de faire. Ensuite, il y a les entraînements mentaux que je fais de temps en temps et l'autre chose, en fait, c'est l'étude de la récupération corporelle. C'est ce qui va me permettre de m'entraîner plus et d'être toujours plus disponible. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour récupérer plus? Il y a l'alimentation, un équilibre acido-basique, le fait de boire aussi, de l'eau, l'étude des fascias et des muscles. Comment est-ce que je peux masser mes muscles profonds et mes fascias de manière à avoir une meilleure récupération? Quels sont les points clés que je vais masser? Je sais que j'ai les poignets qui peuvent pas mal prendre cher à cause des équilibres. Du coup, c'est nécessaire de masser mes fascias et mes muscles profonds au niveau des bras, au niveau de l'aine, tout ça. Avec ça, les bulles, les petites boules un peu dures là, comme ça là. Et ça fait partie de l'entraînement et c'est primordial. Et ceux qui le font pas vont perdre du temps. C'est con, hein, mais c'est aussi simple que ça. À partir d'un moment où il y a un gros objectif, on est obligé de voir de manière holistique. Du coup, j'essaie de voir toutes les choses qui peuvent m'aider dans l'acquisition de cet objectif global. Donc pour moi, en fait, il y a l'entraînement, c'est physique, l'entraînement mental et la récupération. C'est très important ces 3 dimensions. Merci. Une autre question choisie complètement arbitrairement de Miss Dawson qui demande quelle place, t'en as parlé un tout petit peu en plus tout à l'heure, quelle place ont les footwork dans ta danse? Alors, ça dépend parce que, en battle, j'en fais peu parce que je pense que j'ai développé cette habitude d'être un peu un bombardier en battle parfois, alors que j'en ai beaucoup des footwork, mais je pense qu'il y a une volonté aussi de vouloir amener des footwork qui soient différents en battle et du coup, par rapport à ça, il y a plusieurs dimensions. Je sais que par exemple en cypher, si je fais des cyphers ou si je fais des call-out, je vais kiffer me buter en footwork. En battle, heu, par habitude, j'ai un autre format qui sort et aussi je pense que c'est les chaussures qui font ça. Parce que souvent les battles que je faisais auparavant, je les faisais en chaussures et en chaussures, mon style est plus bombardier que, que subtil et du coup ça induit beaucoup. C'est pour ça que je pense que je pense que c'est pour ça que je vais grave kiffer faire les prochains battles pieds nus. Parce que je vais pouvoir avoir, cette sensation de pouvoir aller plus dans le détail et ensuite, il y a vraiment des périodes où j'ai grave fait plein de footwork, j'ai kiffé ça, je pense que il y a une période en 2018-2019 où quand je regarde sur les vidéos, il y avait plein de chemins que je kiffais en fait, c'était ouais, vraiment la science. Puis là, en ce moment, j'essaie de réhabituer ça à un format un peu plus break et donner un peu plus de notion d'espace. Mais en fait, vis-à-vis des footwork, je sens que j'ai vraiment un rapport très évolutif. Où j'ai pu passer dans différentes formes de footwork ou floorwork différents et qu'aujourd'hui j'essaie de ramener tout ça en fait à plus un élément précis, de manière à ce que je puisse faciliter mon travail en compétition. C'est encore une fois ramener ça à l'objectif de la compétition. OK, c'est intéressant de mettre des footwork, mais quels sont les footwork que tu aimes et quels sont les footwork qui peuvent être intéressants, par rapport à ce que tu amènes dans le reste? Il y a les données spatiales, les données de dynamique, de direction et du coup j'essaye de checker avec ça. En ce moment, c'est beaucoup de mouvements Antwerp, inversés. Le fait d'en fait de passer pas une jambe dessus, mais une jambe en dessous, en reverse. C'est comme si du coup, là, je marche, et là, en fait, je marche en arrière. Il y a beaucoup de b-boys qui utilisent cette technique-là, mais peut-être qu'ils les nomment pas comme ça, et faire que des Antwerp. Et en fait, visuellement, c'est très intéressant ce que ça crée au niveau des directions et au niveau de l'effet dans le corps. C'est comme des initiations par des jambes qui vont prendre le reste du haut du corps et ouais, ça j'aime beaucoup. Du coup, je fais vraiment des zooms sur des choses précises et j'essaie d'élargir le vocabulaire aussi, comme ça, ce vocabulaire-là, en fait, il est compréhensible. Pour moi, tu es sur ce que j'appellerais une ligne de crête très fine, heu, en
dans la place que tu prends dans le break, dans les battles, une ligne de crête très fine qui est à 1 millimètre de plus comme de plus appartenir à la catégorie du break. Hem Et que je te vois, moi, marcher sur cette limite-là, en jouant et tu en parlais juste avant dans l'interview. Hem, Déjà, est-ce que tu le conscientises et est-ce que tu as identifié les caractéristiques qui dans le corps, dans ton style, qui permettaient de rattacher ce que tu faisais encore à la culture, à la communauté du breaking? Ouais, pour moi, il y a 2 éléments, c'est le rythme. Le rythme, c'est un élément sur lequel aussi, je travaille beaucoup en ce moment parce que ça fait toute la différence et les formes. Comment je peux voyager entre, des formes qui soient étrangères et des formes qui soient, heu, inhérentes à la culture. Puis c'est ça qui va être intéressant, en fait, c'est vraiment cet équilibre-là. Donc heu, donc ouais, ouais, mais là, tu vois, par exemple, début septembre, j'ai fait le Battle Bad ainsi que d'autres battles, il y avait, DCP Jam, je sais plus quoi d'autre, One One aussi. Dans ces battles-là, en fait, mon mon but, c'était voir si je pouvais gagner sans top rock. Du coup, mes top rock, en fait, c'était, des textures et des mouvements de bras plutôt que des mouvements de jambes. Parce qu'il y a peu de gens qui utilisent ça et je trouve ça super intéressant. C'est, par exemple, par les mouvements de bras, il y a plein de choses qui peuvent être comme des arrêtés, des résonances ou du tranché, tranché arrêté. Et en fait, il y a peu de b-boys qui arrivent à mettre leur corps en texture, transformer leur corps dans des textures et en faire des rythmes. Et ça, mais c'est super intéressant. Puis si c'est calé avec des fondamentaux, mais ça peut péter le gamme, quoi. Pour moi, un des danseurs qui le fait le mieux en France, c'est Kae. Kae, il sait comment, avec la musique, transformer son corps en texture. Pour moi, du coup, il est bien plus avancé que beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même dans des battles où il va perdre, alors qu'il est plus avancé, eh ben, il va perdre. Même si tu vois que, en fait, la maturité de la manière dont il peut laisser son corps prendre différentes couleurs, espaces, tu vois, et dans un flow, tu vois, c'est vraiment très avancé, quoi. Du coup, je trouve ça super intéressant de mettre ça dans les textures, tu vois. C'est tout simplement en fait des textures qu'on va voir dans les danseurs debout, hein. Mais ça dans des b-boys, tu vois. Donc du coup, j'ai été vachement dans cette exploration, par exemple, dans ces battles-là. Mais c'était surtout faire cette expérience-là pour pouvoir me sentir légitime que si jamais je vais dans des choses qui sont un peu plus loin, est-ce que ça peut marcher? Et j'ai vu que ça pouvait avoir une certaine force. Puis à partir de ça, OK, il y avait le fait, OK, le constat, bon, il y a nécessité de top rock. C'est vraiment des expériences, tu vois? Pour arriver à la compréhension la plus proche de: «OK, ben, en fait, il me faut ça, 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 parce que ça a cette qualité, ça a cette qualité». Comme ça, je peux vraiment comprendre. Je vais pas le faire parce qu'on me dit: «Ouais, Yveling, il faut que tu aies ça et ça». Je vois, je sens que j'ai la nécessité de ça parce que ça apporte ça. Je peux vraiment le comprendre et du coup, voilà. Mais là, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup dans un travail de top rock et de step, mais assez libre, où ça soit à 360 degrés, que ça puisse tourner, que ça puisse être comme toujours des spirales, et que ça puisse prendre le rythme et en même temps que ça puisse bien groover. Et en fait, c'est totalement possible. Mais c'est juste que je veux pas faire les top rock comme tout le monde, tu vois. Ça casse les couilles. J'ai envie de faire les top rock que j'aime et du coup, comment est-ce que je peux marcher sur le rythme avec ces dynamiques? Et franchement, c'est super lourd, je kiffe de ouf. Donc, du coup, je pense l'année prochaine, il y aura vachement plus, mais vachement plus de choses comme ça dans mes passages, parce que c'est grave agréable et je sens que ça devient une seconde peau. Voilà. Souvent, je pense que dans la tête des gens, on associe le nom de Link à un extraterrestre par rapport à sa danse. Tu danses, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un faire les choses que tu faisais. Comment on évolue dans une culture, quand il y a personne qui danse comme nous? Comment on se sent dans la communauté? Est-ce que des fois tu as pas un peu l'impression d'être seul ou, d'être pas compris dans ta manière de danser? Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des critiques d'autres personnes? Comment ça se passe, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais, tout à l'heure, par rapport à ton enfance où tu avais l'impression que, fallait avoir des codes et que tu et que tu étais seul. Est-ce que, dans la communauté hip-hop,
Tu as l'impression d'être seul ou les gens te comprennent? En fait, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai pu me sentir complexé dans certains domaines, comme par exemple dans ma danse debout, parce que les gens me voyaient juste par rapport à un sol qui était relativement avancé. Et je m'en souviens en 2015-2016, je travaillais beaucoup ma danse debout, mais quand je faisais des trainings avec des danseurs debout, je pouvais me sentir complexé parce qu'il y avait ce rapport-là de comparaison et aussi de quelle image la communauté, en fait, avait déposé sur moi. Parce que quand tu es dans une communauté, en fait, il faut avoir une force mentale assez forte pour pouvoir, garder l'image que tu as de toi-même, parce que tout le reste de la communauté a une image de toi et te la font porter, en fait, malgré eux. Parce qu'ils te voient comme ça et en fait, c'est le produit que tu diffuses à travers ton art et à travers les vidéos qui sont plus diffusées. Quand moi en battle, en fait, ce qu'on va voir dans les highlights, c'est les grosses punchlines. Du coup, on va m'identifier par rapport à ce qu'on voit de moi. Mais il y a toute une autre dimension qui est présente, qui est moins diffusée et qui est là. Et du coup, ça te forge une identité que tu choisis pas de forger, mais que les gens vont forger par rapport aux images qui sont diffusées de toi, tu vois. Et du coup, ça, dans des entraînements avec des danseurs debout, ça pouvait me faire sentir un peu complexé parce que je sentais que naturellement mon debout était moins avancé par rapport à ces codes-là, parce que je savais comment, déjà à ce moment-là, créer des textures dans mon corps ou prendre des formes. C'est juste que j'avais pas ces fondamentaux-là, autant évoluer que d'autres. Et du coup, ça peut créer ce truc-là. Il y avait aussi l'image de moi-même, de me sentir du coup moins avancé et moins légitime. Et ça, je voyais comment ça pouvait changer mes rapports sociaux, tu vois. Par exemple, par rapport à la communauté house, j'ai eu toujours un rapport particulier parce que j'ai pas de step, tu vois. J'ai des textures qu'on peut voir dans certains housers, tu vois. Mais c'est aussi un espace social dans lequel je suis pas du tout investi. Du coup, naturellement, avec ces deux éléments-là, ça pouvait me faire sentir une certaine illégitimité dans ce milieu-là, alors que t'en as d'autres, des housers qui vont dire mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis de la merde, c'est pas vrai ça. Et peut-être d'autres qui vont dire ouais non, mais c'est juste parce que t'as pas les fondamentaux, ce qui est le fait. Mais en fait, la sensation que ça faisait en moi, c'était un peu ce truc-là. Donc oui, du coup, le fait d'avoir été, diffusé avec une certaine qualité, ça m'a ça m'a fait sentir en fait que je devais porter ce que les gens pensaient que j'étais, tu vois? Puis après, avec le temps, j'ai fait un petit peu comme ça, puis après tu sais, après avoir, un peu éprouvé ça et à un moment donné, tu dis: «Bon, ben, en fait, c'est plus intéressant de se défaire de ça» et même s'il y a des gens parfois qui m'ont un peu plus comme ça ou comme ci ou comme ça, en fait, le plus important, c'est juste de faire ce que j'ai envie de faire, puis ensuite, en faisant ce que j'ai envie de faire, essayer de porter ce truc-là, sur des moments où je vais être visible et en fait, ça va changer mon image. Les gens vont voir mon image par rapport aux nouvelles choses ou aux choses différentes que je vais faire sous leurs yeux. Mais ouais, j'ai clairement senti ce truc-là de cette vulnérabilité un peu en danse debout et cette illégitimité et du coup, cette sensation aussi de marcher un peu à tâtons dans des communautés, comme la communauté de house ou, moins hip-hop parce que hip-hop c'est mais à house, j'ai ressenti vraiment ce truc-là, tu vois? Mmh. C'est assez intéressant. Un mélange de ce qui est autour de moi et aussi de mes propres interprétations. Mais, ouais, aujourd'hui, du coup, tu vois, je serais intéressé de faire, quelques événements house, tu vois? Il y avait le All For House que j'avais fait, à plusieurs reprises, ça c'était cool, j'avais grave kiffé. Mais ouais, juste pour faire l'expérience, en fait, de m'éprouver dans le milieu et de voir qu'est-ce que je sens. C'est encore une fois ça, juste, pouvoir un peu, pas upgrader, mais hem, sentir une sensation plus de paix à l'intérieur dans ce milieu-là, tu vois? Ça peut être très intéressant. Mmh. Voilà. Link, on approche de la fin de cette conversation et on a des petits rituels de fin, notamment la question de l'invité précédent et ensuite, toi, tu auras l'opportunité de poser une question pour l'invité suivant. L'invité d'avant, c'était Case, b-boy génial, français que nous connaissons et du coup, on lui a demandé de te poser une question et il a posé une question qu'on avait vachement abordée avec lui dans le podcast, qui est la question de l'originalité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on définit, ce que c'est que l'originalité? Et moi, je vais te donner une petite, contrainte pour ta réponse.
qui n'est pas du tout lié au fait qu'on manque de temps. Mais jusqu'à présent, tu nous as donné des réponses très développées et c'est l'intérêt de ce podcast d'1 heure, c'est qu'on peut développer. Mais vu que là, je pense que Keyes attend une définition de l'originalité, la petite contrainte que je vais te donner, c'est de réussir à nous donner une définition la plus condensée, compacte possible. Ok. L'originalité, c'est comprendre ce qu'on aime et l'incorporer, et comprendre son intuition et l'incorporer. Original, originel de toi, à travers ce que tu aimes et ce que tu portes. Voilà. Moi, ça, c'est ça l'originalité. Trop bien, merci. Et du coup, la personne qu'on reçoit juste après toi, c'est Biscuit, Aurélien Collouette. Tu peux nous donner, s'il te plaît, une question ou un sujet à aborder avec lui? Ouais. J'aimerais savoir comment il est son feu aujourd'hui. Son feu? Ouais, son feu intérieur, ce qui le porte. Ok, Et peut-être son feu, il est animé d'une autre couleur qu'auparavant, que durant la période I Love This Dance. Et j'aimerais savoir comment est son feu. Voilà. trop bien, merci bien. Avant de quitter, pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'aller s'inspirer de choses et d'autres, est-ce que tu pourrais nous donner 3 choses? Ça peut être des musiques, ça peut être des films, ça peut être des passages de battle, ça peut être des battles entiers, mais nous donner trois objets qu'on peut aller regarder qui, toi, t'inspirent particulièrement. Ok. Alors, voyons voir. 3 objets qui m'inspirent particulièrement. Il y a un univers musical que j'aime beaucoup, c'est Carlos Nino and Friends. Le gars, il est pas très connu, mais il a sorti un album en 2012. C'était chaud de ouf. Carlos Nino and Friends. Euh, En fait, ces musiques, ce sont des localités. Et ce sont des localités en texture. C'est énervé, hein. C'est vraiment super énervé. Voilà. Euh, je vais donner des références musicales parce que là, c'est ce qui me parle du coup. Euh, Au niveau brésilien, j'aime beaucoup Luigi Luna et Linique en ce moment. Très très chaud. Très très chaud. Je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. Et puis, allez, pour terminer avec un dernier qui savent vivre. Moi, j'aime beaucoup Jordan Rakei aussi, hein. Très très chaud. Puis, il a fait des belles collaborations avec Youssef Days, Alphamist. Non, peut-être pas Youssef Days, mais Alphamist. Hmm, Euh, ouais, je vous encourage de le découvrir aussi. Voilà. ça marche. Merci, allez checker ça. Link, merci beaucoup. Et de rien, avec plaisir. Et on te souhaite tout le meilleur pour les objectifs à venir et la continuité du développement et une bonne continuation pour tout ça. Muchas gracias, pareillement. Nada, hasta luego, amigo. À la prochaine, Link.